Salut à tous, bienvenue dans Les Doigts dans la Prise, votre rendez-vous sur la voiture électrique, la voiture autonome et les nouvelles mobilités. Bref, c'est promis, le seul podcast automobile qui ne met toujours pas de super dans ses cornflakes le matin. Je suis ravi de vous retrouver et je suis Cédric Ingrand. Et je suis Thomas Degois. Ah, ça fonctionne. Au sommaire cette semaine, ça y est, l'un d'entre nous, Thomas ou moi, a sauté le pas pour devenir le propriétaire d'une voiture électrique. Bah ouais, il fallait bien que ça arrive un jour, une expérience que vous allez pouvoir vivre presque de l'intérieur, comme vous y étiez. Au moins aussi important, dans ce podcast, une vraie info exclusive pour les possesseurs de Tesla. Mais alors pas seulement, vous allez voir. Imaginez par exemple que votre voiture sache un jour, toute seule, déterminer à quel moment l'électricité serait la moins chère et à quelles heures elle peut se recharger au meilleur prix. Eh bien, bonne nouvelle, ce n'est pas de la science-fiction, ça va fonctionner dans les jours qui viennent grâce à un opérateur d'électricité alternatif, comme on dit, apparu chez nous il y a quelques mois. Et surtout, on va les écouter et on va vous dire comment en profiter. Au sommaire également, les grands écrans de nos voitures électriques pourraient devenir des écrans publicitaires, les nouveautés toutes fraîches dévoilées par BMW, le Roadster de Tesla qui promet des démarrages de fusée et l'arrivée d'un petit nouveau sur le marché des constructeurs de voitures électriques, un petit nouveau, pas inconnu de nos services et pour cause, c'était déjà un géant de la téléphonie mobile. Thomas, c'est toi qui as acheté une voiture électrique cette semaine ? Écoute, est-ce que ça doit se dire maintenant ? Disons-nous tout. Eh bien, je vais te dire, non, ça n'est pas moi. Je ne sais pas qui c'est, mais... Je pense que c'est donc moi. Ça y est, j'ai craqué. En fait, c'est amusant parce que c'est vraiment, c'est la chronique d'un truc annoncé. Enfin, c'est-à-dire que c'était logique. Il y avait même d'ailleurs certains de nos auditeurs qui se plaignaient. Moi, j'ai vu dans des commentaires sur Apple Podcast qui disent non mais attendez, quand même, il n'y a pas vraiment de logique. Est-ce que aucun d'entre vous deux ne soit possesseur d'une voiture électrique ? De quelle position d'expertise parlez-vous ? Alors il se trouve que on en a conduit pas mal, toi comme moi, mais c'est vrai que à un moment il fallait sauter le pas et on en a parlé évidemment dans ce podcast, le fait que par exemple Tesla, parce qu'évidemment c'est d'eux qu'on parle, ait baissé ses prix au début de l'année, ne pouvait pas rester sans conséquence en ce qui me concerne, pour toutes les raisons exposées dans l'épisode précédent de ce podcast que je vous invite à aller écouter ou réécouter. C'est-à-dire que la frustration d'il y a 2 ans où j'ai été propriétaire d'une Tesla pendant 3 jours ne pouvait rester comme, tu vois, une espèce d'accro dans le chemin linéaire de nos vies, enfin surtout de la mienne. Et donc voilà, j'ai craqué. Et en plus, voilà, j'ai un nouveau job qui fait que j'ai un nouveau bureau qui fait que c'est plus loin et qu'il faut que je fasse plus de route pour aller au bureau le matin et que non, faire ça avec de l'essence, c'était pas imaginable sur le très long terme. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je suis allé chercher la voiture. Tout ça est une aventure en fait. Je sais pas s'il faut que je vous la raconte par le menu parce que ça a quand même pris 2 mois entre la commande et la livraison avec ce que j'appellerais pas des péripéties, mais c'est toujours une expérience particulière. C'est-à-dire que par exemple, moi je connais pas d'autres constructeurs dont les clients suivent en temps réel sur Internet le bateau qui va livrer en Europe la voiture qu'ils attendent. Il y a même des gens qui vendent leurs services sur Internet pour te dire quels sont les bateaux qui sont en route, machin. Et tu vois, tu vois ton bateau qui vient, là pour le coup de Chine, et on y reviendra, et qui va passer, ça y est, le canal de Suez. Enfin, c'est quand même un truc qui rend fou, quoi. Et ça y est, ma voiture est à Zeebrugge. Ou à Ostende. Ostende ou Zeebrugge ? Je crois que c'était Zeebrugge. Bref, et tu attends le coup de fil, le message, le truc qui te dit, Monsieur Ingrand, votre voiture est prête, vous allez pouvoir venir la chercher. Sinon que... Comme vous allez l'entendre dans quelques minutes, il y a des choses qui ont changé. Alors, Tesla, leur présence physique en France, elle est finalement assez limitée. Il y a quelques concessions, c'est pas des concessions, c'est des stores en fait, un peu comme Apple, ça leur appartient, c'est pas des franchises. C'est là d'ordinaire où on allait chercher sa voiture. Eh ben ça a changé et je pense que ça en dit long sur les volumes de ce qu'ils doivent être en train de livrer en ce moment. C'est plus du tout dans la concession habituelle qui, en plus, est pas très loin de chez moi que j'ai pu aller chercher ma voiture. Bon, ce que je vous propose, c'est d'écouter l'histoire par le menu parce que évidemment, le jour de la livraison, j'y suis allé seul, mais j'y suis quand même allé avec un micro. Écoutez. Alors pour vous planter le décor, on est au nord de Paris, à Villepinte, à côté du parc des Expos. C'est intéressant parce qu'évidemment, il n'y a pas un rat dans le parc des Expos de Villepinte. Oui, les salons professionnels, depuis 1 an environ, c'est plus trop le business que c'était. Et alors, moi qui étais habitué à aller à Chambourcy
c'est-à-dire à la première concession en gros de Tesla pour voir les voitures, et qui pensaient que c'était là d'ailleurs qu'elles me seraient délivrées, ce qui était quand même prévu. J'ai été surpris quand j'ai reçu il y a 3 jours un SMS disant pour plus de confort et de sécurité ou quelque chose d'approchant, nous aurons le plaisir de vous livrer votre voiture à Villepinte. Donc voilà, 9h du matin, lundi de Pentecôte, Villepinte. Mais je commence à comprendre pourquoi, parce que c'est là, voilà. Ah ouais, d'accord, Hall 5B, ok. Ah mais c'est gigantesque. Ah mais c'est huge. Alors, vous n'avez pas l'image. Je la mettrai peut-être sur Twitter ou Instagram. Mais imaginez un hall qui fait... Ça fait quoi ? Ouais, ça fait 2 terrains de foot côte à côte, qui est rempli de Tesla. Je vois que des modèles 3, on va pas se mentir. Et c'est là que Tesla fait ses livraisons. Mais en fait, à l'extérieur, vous avez un parking où il y en a au moins autant. Et alors, c'est mignon parce que d'ailleurs, autant dans le hall, les voitures sont un peu mélangées par couleur, j'imagine par type, où je vois des long range à côté des SR+, etc. À l'extérieur, elles sont classées par couleur. On dirait qu'il y a un maniaque qui est passé, qui a mis les blanches, les grises, les bleues, les noirs, les rouges. Et donc, voilà, à l'intérieur, vous avez quelques petits fauteuils où on peut attendre. Et puis, il y a une machine à café. Il fait un petit peu frais, faut dire que toutes les portes sont ouvertes, bien évidemment. Et vous avez 2-3 bureaux où de charmants jeunes gens de Tesla règlent vos dossiers, j'imagine, vous font signer les derniers papiers. Alors évidemment, dans la foule des voitures, moi je cherche la mienne. Ce qui est intéressant quand même, c'est tout à coup de voir à quoi ressemblent des acheteurs de Model 3. Et je me souviens les premières fois où j'avais par exemple visité la concession de Chambourcy. C'était à l'époque où il y avait que des Model S et des Model X à vendre. Hein. Bon, dans l'ensemble, on avait l'impression de rencontrer son dentiste. Vous voyez ce que je veux dire ? Ou le radiologue qui s'était occupé de vous la dernière fois où vous avez fait un passage à l'hôpital. Et puis des gens qui avaient l'air de bonnes têtes de férus de bagnole. Un public, disons-le, essentiellement masculin. Et là, le public est vraiment différent. C'est-à-dire que, c'est beaucoup plus jeune. Je vois des gens qui ont... trentaine, peut-être même vingtaine d'années. Et je vois des familles, et je vois des jeunes familles qui sont là. Et il y en a pour qui on sent que c'est un événement familial, ce que je peux comprendre. Moi, j'ai fait le choix de venir tout seul parce que c'est un plaisir presque égoïste. Mais il y a des familles qui sont venues avec les enfants. Enfin, c'est à la fois très calme et assez festif. Enfin, peut-être que c'est mon sentiment personnel qui déteint sur le reste, parce qu'autant dire, moi je suis comme un môme là. Là, ça y est, c'est Noël au mois de mai, quoi. Mais elle est où la mienne ? Bon voilà, il y a un gentil monsieur qui est venu me chercher juste pour signer quelques papiers, pour dire que je venais bien prendre livraison, pour vérifier que j'étais bien Cédric Ingrand et que c'est bien ma voiture et que j'avais bien pensé à l'assurer. Et maintenant, j'ai plus qu'à trouver ma voiture dans cette mer de Model 3. Alors j'ai quand même un gros avantage, c'est que la mienne est rouge. Il y en a pas beaucoup des rouges en fait. Oui, parce que on y reviendra, il y a une explication à cela, c'est que moi j'arrête pas d'en voir des blanches, des grises, quelques noires, mais très peu de rouge en SR+, parce qu'évidemment c'est une option un peu chère. Et puis rouge était la couleur qui était plus chère que les autres et qui faisait sauter le bonus de 7 000 €, sauf qu'ils ont changé ça il y a quelques semaines. Et donc, pour tout vous dire, après l'avoir commandé blanche, j'ai modifié ma commande en rouge. Mais ça a changé d'autres trucs sur lesquels on reviendra d'ailleurs. Je crois que c'est celle-là. FZ, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'ai jamais eu de voiture rouge. J'ai jamais voulu de voiture rouge. D'ailleurs, je suis pas très team rouge, vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce rouge-là, il est quand même particulier. Oh là 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 là. Non, elle est magnifique. Alors, vous avez tous vu les vidéos sur YouTube des gens qui disent faut faire attention aux alignements. Il faut vérifier la voiture dans tous les sens, vérifier les alignements, vérifier les caoutchoucs, vérifier tout ça. Celle-là a quand même un gros atout, c'est que, comme toutes les SR+, qui arrivent en ce moment, elle vient de Chine. Et alors, personne n'arrive à vraiment expliquer pourquoi de manière convaincante, mais les voitures produites en Chine sont beaucoup mieux finies, apparemment. Enfin, toujours est-il que les gens qui en voient beaucoup vous disent que celles qui sont faites en Chine n'ont pas du tout les quelques problèmes de finition qu'il pouvait y avoir
sur celles qui sortent de l'usine de Fremont. Est-ce que c'est lié à l'automatisation ? Est-ce que c'est lié à un contrôle qualité plus strict ? On va ouvrir le coffre. Le coffre est motorisé, quel bonheur. Ça aussi, ça a changé par rapport aux premières. Mais de fait, moi, je vois pas les je vois pas les fameux panel gaps, je vois pas les défauts d'alignement. Petit feu arrière, là. Hop là. Non. Il y a un décalage, mais il est normal. Ok. Bah non, elle est parfaite, cette voiture. Bon, on va peut-être se mettre à l'intérieur. Attends, c'est dingue. C'est juste dingue. Attends, tu veux dire que cette Tesla-là, elle est à moi ? Attends, je te jure, j'ai 8 ans et tout à coup, on m'offre mon premier vélo rouge, quoi. Alors, la voiture est livrée avec 2 clés qui sont donc juste ces petites cartes, parce qu'en fait, c'est une puce RFID. Mais au quotidien, c'est quand même mon téléphone qui va servir de clé. Donc ça aussi, il faut que ça se configure. Il faut que je configure mon profil, ma position dans la voiture, la position du volant. Bon, en fait, comme mode de livraison, c'est pas si mal parce qu'une fois qu'on vous a fait remplir quelques papiers et qu'on vous a montré où est votre voiture, il n'y a pas de pression particulière. C'est-à-dire que personne n'est avec vous. Les gens sont disponibles si vous avez des questions ou une remarque ou bon. Mais sinon, on vous laisse tranquille. Ce qui est pas mal parce que le truc à l'ancienne avec le commercial qui vous souffle dans le cou en disant alors bien ça va, elle vous plaît, ça va, et qui regarde un peu la montre parce que pour lui c'est une vente qui est faite, donc il a plus un rond à faire sur votre compte. C'est pas gêne. Les livraisons de voitures que j'ai fait jusque là en concession hors Tesla, bah c'était des trucs un peu, c'était vite fait, c'était charmant, sympathique, professionnel, mais vite fait. Là tout à coup j'ai le temps de vraiment faire le tour du véhicule. Bon, je vous passe la suite, je vous passe le premier tour de chauffe, je me perds dans le parc de Villepinte et tout ça. Mais non, c'était une très très chouette expérience. Même si c'est terriblement surprenant parce qu'en fait, voilà, tu arrives et ta voiture est là. Et bah voilà. Et si t'as pas de soucis, bah tu peux juste partir en fait. Ça a pas le côté, tu vois, on te la met sous une bâche et non, là on n'en est pas là, monsieur. C'est pas comme si on avait le temps, parce qu'en fait, voilà, il y avait des préparateurs de voitures qui, on était convoqués heure par heure. Moi, j'avais voulu 9 heures les premiers. Mais pendant ce temps-là, les voitures de 10 heures étaient préparées, les 11 heures, etc., et on voyait les trucs qui rentraient du parking. Donc, j'ai pas de chiffres, j'ai posé des questions auxquelles, évidemment, ils n'ont pas répondu. Ils m'ont vu venir de loin, quand même. Oui, alors, vous en livrez combien? Beaucoup. Bien plus qu'avant. Ah, très bien, merci. Et, non, mais, en revanche, ils ont tous été charmants. Je remercie tous les gens de Tesla que j'ai croisés et qui m'ont raconté plein de trucs, souvent très intéressants. Bon, j'ai pas fait des interviews parce que c'était pas calé comme ça, que je voulais mettre personne dans la gêne, et puis parce que d'abord j'étais venu pour chercher ma voiture. C'est ma voiture, ça fait 10 jours. Le vénard. Nous filons je dois le dire, nous filons le parfait amour. Elle n'a aucun défaut, elle est parfaite. Mais ça, tu sais, c'est comme ça au début. Oui, voilà. C'est vrai. Non, c'est chouette. Je vais essayer de pas vous casser les pieds avec ça tout le temps, mais parce qu'après ça va devenir juste ma voiture, quoi. C'est pas, voilà. Alors, il y a un côté surprise, c'est-à-dire que c'est rien de dire qu'on connaît cette voiture, toi et moi. Tu vois ce que je veux dire? Et ses évolutions, et ses différents, etc., au travers des âges, depuis qu'elle a été dévoilée il y a 5 ans. Et ben, il y a encore des surprises. C'est-à-dire que, par exemple, la voiture que j'ai reçue n'est pas la voiture qu'ont reçue les gens qui, par exemple, l'ont achetée en janvier. Non, c'est pas la même. Enfin, c'est pas la même. Il y a des choses qui ont changé, et c'est amusant parce que Tesla en fait pas grand cas. Parfois c'est marqué dans des notes de mise à jour, où il y a des choses qu'on lit en ligne, où on dit ah tiens c'est vrai il y a cette fonction là. Et puis il y a des inconnus. Tiens un exemple, les sièges avant sont chauffants, ça c'est chouette. Les sièges arrière peuvent l'être. C'est-à-dire que c'est une mise à jour logicielle. Tu peux payer $300, 300 € pour libérer les sièges chauffants arrière, mais tout le hardware est là. C'est fait pour que ça fonctionne. C'est chouette, ça. En fait, on sait, ils essaient de tirer sur les prix pour en vendre plus. Et je pense qu'à un moment, ils font une règle de 3 entre ce que ça coûte d'avoir
tu vois, des voitures avec des options différentes, plutôt que juste mettre les options dans toutes les voitures et de permettre aux gens de les débloquer s'il le faut. Évidemment, ça marche pas pour des trucs très chers. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont pas mettre que des très grosses batteries dans toutes les voitures en disant, on les bridera pour les moins chères. Ils l'avaient fait un petit peu à un moment, mais c'était plus, mais c'était une adaptation technique parce qu'ils avaient une nouvelle version de batterie. Enfin, bon, bref, peu importe. Alors, il y a une question. Il paraît qu'il y en a qui ont eu des voitures avec des volants chauffants. Le mien, il n'est pas chauffant. Ou peut-être que je vais le découvrir dans une prochaine mise à jour. Aux États-Unis, les voitures qui vont arriver maintenant n'ont plus de radar à l'avant. En fait, le système de sécurité de navigation et l'autopilot se base désormais uniquement sur les caméras. Et sur les 8 caméras et de l'intelligence artificielle, l'analyse d'image et le reste. Mais là aussi, c'est une surprise. Alors, certains clients qui ont commandé la voiture ont eu un message disant, on vous avertit, il y a quelques fonctions qui marcheront un petit peu moins bien au début, vous inquiétez pas, la prochaine mise à jour va régler tout ça. Mais voilà, c'est le côté box of chocolates. Même en termes de design, la planche de bord, tu sais, qui peut être soit avec un motif en bois, soit blanche si ton intérieur est blanc, maintenant se poursuit sur l'intérieur des portières de manière assez élégante, j'ai trouvé. Et puis, il y a le truc le plus rigolo, qui fait que Tesla sera toujours Tesla, parce que c'est quand même... il y a quand même un côté champion du monde de la geekerie, c'est-à-dire, tu vois, les jeux vidéo intégrés dans la voiture, je te parle pas du coussin péteur, de tout ça. Il y a maintenant une boombox. Ce que Tesla appelle une boombox, c'est un haut-parleur de plus, qui lui est à l'extérieur, qui est en fait sous le capot, qui est pas loin du pare-choc avant, enfin il n'y a pas vraiment de pare-choc, du bouclier avant, et qui va permettre de jouer à l'extérieur la musique que tu écoutes à l'intérieur. En clair, tu vas à un pique-nique ou à une beach party, c'est toi qui fais la boombox, c'est toi qui fais la musique pour tout le monde. Ça tombe bien parce que si tu veux ta boombox à toi, c'est quand même celle qui a la plus grosse batterie, mais là aussi, c'est pas quelque chose qui a été... annoncé, avancé. Ça a une autre fonction, c'est que ça te permet de jouer des sons par exemple, pour avertir de ton arrivée, etc. Alors ça marche mieux aux États-Unis parce que eux, ils peuvent remplacer le son du klaxon par n'importe quel son sortant de ces haut-parleurs. Je te raconte pas ce que tu peux mettre à la place. Chez nous, c'est interdit. Chez nous, tu peux rajouter des sons, mais ils se joueront après le son de ton avertisseur sonore approuvé par la préfecture. Donc, enfin voilà. Donc moi, je découvre encore des choses dans cette voiture tous les jours. Mais et il y a un côté, il y a évidemment un côté avant-après, mais c'est pas, j'ai pas manqué de temps pour anticiper. C'est pas une surprise, c'est pas un truc qui m'est tombé dessus comme tu vois, comme un nouveau-né déposé sur le perron de ta maison. C'est pas, non, c'est voilà. Et du coup, le fait que tu l'aies déjà possédé pendant 3 jours, ça t'a pas un peu cassé ton gros truc, on va dire, ou Non, parce que je l'avais aussi déjà beaucoup conduite, celle-là, et puis les précédentes, la Model S, la Model X, que j'avais emprunté plusieurs fois. Merci encore à nos amis de Tesla, Charles, si tu nous écoutes. Et donc voilà, donc il y a rien qui était, si tu veux, c'est pas le truc de prime abord où pour la première fois tu conduis ce truc et tu le découvres, et voilà. Mais ce qui est un plaisir d'ailleurs de le faire découvrir à d'autres. Là, je dois dire, j'ai mis le volant dans les mains de plein de gens qui me sont proches, à différents titres, et c'est vrai que c'est un côté très ludique. Donc c'est chouette à faire découvrir. Et tu vois la tête des gens quand ils appuient sur l'accélérateur, déjà rien que ça c'est marrant. Alors ça marche avec l'essentiel des électriques, ça marche peut-être un petit peu mieux avec celle-là, mais alors je le dis, mais je le dis dans quand ils font une marche arrière. C'est ça, évidemment. Je le dis dans le clip, mais c'est peut-être pas assez clair. Celle que j'ai prise, c'est la moins chère, hein, c'est la SR+, c'est celle dont le prix s'est effondré au début de cette année, passant de 50 000 à 36 000 avec la prime, avec 36 800 avec la prime gouvernementale, qui d'ailleurs s'éteint, je crois, à la fin du mois de juin. Enfin, en tout cas, elle va passer de 7 000 à 5 000 ou de 7 000 à 3 000. 7 000 à 5 000, si mes souvenirs sont bons. Donc, il reste quelques affaires à faire si vous voulez vite accrocher une commande. J'aimerais bien avoir des chiffres parce qu'évidemment, le fait que tout à coup, ils changent totalement la façon dont ils les livrent. Je sais que quand j'avais eu la première, il y a 2 ans, ça s'était passé un samedi, c'était le dernier samedi de juin. Et évidemment, les derniers jours du trimestre sont hyper importants pour Tesla parce que c'est là que se calculent leurs chiffres de livraison au niveau mondial sur le trimestre, qui a évidemment une influence sur le cours de bourse. Enfin bref, ça intéresse tout le monde. Et du coup, ils mettaient les bouchées doubles pour en livrer le plus possible à l'époque. Et on m'avait dit qu'ils en avaient livré 120 en une journée.
ce qui était apparemment un record pour la concession à l'époque. Bah, je peux te garantir que là, c'est bien plus que 120. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a tout à coup une infrastructure qui... Mais c'est pas surprenant, vu les aides, vu le prix qui baisse, vu la possibilité de les financer avec des crédits à très très bas coût, c'est-à-dire que la BNP et d'autres te font, on l'a déjà dit, des crédits à moins de 1% que tu peux prendre sur 8 ans. C'est bien parce que 8 ans, c'est le temps de garantie de la batterie et du moteur. Mais en fait, ça tient beaucoup plus que ça. Je vais pas rentrer là maintenant, on va peut-être pas le faire aujourd'hui, sur les détails de ce qui fait que les voitures venues de Chine sont différentes, sur la batterie en particulier. Je pense qu'on aura le temps de s'en reparler. Mais je parlais de recharge, c'est intéressant. Il y a une étude sortie par Enedis qui nous en dit plus sur les habitudes de recharge des possesseurs français de voitures électriques. Alors en fait, c'est intéressant. On voit à quel point ça dépend d'abord où tu vis. Selon que tu habites en maison individuelle ou en immeuble, tes habitudes de recharge sont pas exactement les mêmes. En maison individuelle, 89% des possesseurs de véhicules électriques rechargent chez eux, à domicile, 5% sur des bornes de recharge publiques, 5% sur le lieu de travail. Ceux qui vivent en immeuble, c'est beaucoup plus varié, 54% rechargent chez eux, et puis un gros quart recharge sur des bornes de recharge publiques, et 16% rechargent sur le lieu de travail, au bureau, à l'usine, etc. Alors 4%, c'est autre. Je ne sais pas, c'est quoi autre entre la maison, les bornes de recharge publiques, le lieu de travail? Je sais pas. Ça peut être. Peut-être, tu vois, chez ta maman. Tu vois, c'est voilà, c'est voilà, c'est ça. Ouais. Mais bon, c'est comme chez un voisin. Enfin, je sais pas. Mais... comme à la maison, mais ouais, chez un voisin, chez ta mère. Ouais. Voilà, on posera la question à Enedis et c'est intéressant parce que on l'a dit aussi plusieurs fois. Les gens se disent mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais recharger? Et on s'aperçoit qu'en fait, c'est quand même des choses qui se règlent avec le temps. Alors pour la petite histoire, moi j'ai la chance d'avoir un chargeur sur mon lieu de travail. Ce qui fait que j'ai encore jamais même rechargé chez moi. Alors que chez une maison individuelle, je vous raconte pas ma life. Enfin, c'est un peu trop tard pour vous dire je vous raconte pas ma life. Mais un peu. Je pense que là, on va pas pousser le bouchon beaucoup plus loin. Mais alors qu'il y a un mois, je disais bon, je vais faire installer une wallbox, tout ça. D'abord, ça coûte cher une wallbox, il faut le dire. Ça difficile de s'en tirer pour moins de 600 à 800 euros. Et puis en fait je voulais voir ce qu'il me fallait, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il faut comme puissance, et en fait le chargeur livré avec qui se branche sur une prise de courant, mais alors il faut que ce soit une bonne prise de courant avec un peu d'impédance et tout ça, recharge je crois près de 4 kW. C'est amplement suffisant. Je l'ai pas encore utilisé. J'utilise le chargeur au bureau, mais qui est à peu près de la même puissance. Et honnêtement, c'est pas vraiment un souci. Mais et puis le fait de pouvoir accéder aussi à plusieurs réseaux de recharge. J'ai là en 10 jours, j'ai beaucoup joué quand même pour voir ce qui marche, quelle borne ou ça, quoi. Alors celle de Tesla évidemment, mais pas seulement. C'est intéressant de voir que ça change totalement la façon dont tu envisages tes trajets. Si on se parle de recharge, c'est parce que cette histoire de ça y est, Cédric a enfin touché sa Tesla. Je vous ai pas donné son nom. Elle s'appelle Ruby. Bah oui, Ruby, Ruby parce qu'elle est rouge. Il fallait bien lui donner un nom. Pour tout dire, au début, j'avais trouvé un nom très très cool et je disais wow, Crimson Tide. C'est un peu long. C'est un peu long, et surtout mon épouse m'a dit oui, Crimson Tide, c'est ce que les anglo-saxonnes utilisent comme euphémisme pour dire qu'elles ont leurs règles. Ah bah alors on va voilà. Oui. Bah écoutez, alors on va changer notre fusil d'épaule. Moi j'ai pas de souci avec ça. Et d'ailleurs c'est encore une fois mon épouse qui me dit how about you call her Ruby? Oh mais oui, je crois que c'est donc voilà, elle s'appelle Ruby et pas autre chose. La raison pour laquelle c'est intéressant qu'on se parle de recharge, c'est parce que, à part Ruby, il y a quand même une vraie grosse actualité, c'est qu'il y a à l'intérieur, comme un easter egg, à l'intérieur de ce podcast, va se trouver un vrai petit scoop, là pour le coup. Je suis assez fier de moi. Il y a un nouvel opérateur électrique qui est arrivé en France il y a quelques mois. En fait, ils sont arrivés à l'automne 2020, si mes souvenirs sont bons. Ça s'appelle Barry. Barry, c'est un opérateur danois
qui fonctionne sur un principe un petit peu différent de tous les opérateurs que vous connaissez jusque-là, c'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup sur le temps réel avec une électricité vendue à prix coûtant et dont on vous annonce les prix heure par heure du jour pour le lendemain. En gros, leur modèle économique, c'est de dire on gagne un peu d'argent sur votre abonnement, pour le reste, on vous vend l'électricité à son prix réel, ce qui permet de trouver les meilleures heures. Vous commencez à me suivre, vous voyez où on va avec tout ça. Et le problème, évidemment, c'est que pour l'instant, c'est un truc un peu de geek. C'est-à-dire que si je vous dis, bon, et alors il faut charger entre 2 et 4 heures du matin, ou entre 9 heures et 11 heures le dimanche, ou etc., etc. Bon, c'est bien, mais ce serait mieux si la voiture le faisait toute seule. Ce serait bien, mais peut-être qu'on va arrêter d'en parler au futur. On est allé poser la question à Christophe Lefilibert, qui est directeur marketing de Barry et l'un des fondateurs de l'entreprise. Écoutez. Donc, comme promis, se parler de recharge. Alors, on se parle beaucoup des options pour charger chez soi, à la maison, au bureau. Est-ce qu'il vous faut une wallbox, un machin, une green-up? Enfin bref, les critères de choix sont un peu compliqués. Et c'est aussi une des barrières, j'ai envie de dire, à l'entrée dans le monde de la voiture électrique. Enfin, une barrière au moins psychologique, parce que finalement, là aussi, on s'aperçoit avec le temps que on crée ou on trouve son petit écosystème de recharge personnelle. Mais tous les opérateurs d'électricité ne sont pas non plus allogés à la même enseigne. Bonjour Christophe Lefilibert. Bonjour Cédric, merci de me recevoir. Ça ne s'entend pas, mais vous n'êtes pas en France, hein. Vous êtes au Danemark. Au Danemark, oui. Et vous êtes l'un des promoteurs et fondateurs de Barry, BA2RY, Barry, qui est un de ces opérateurs d'électricité alternatifs. Alors, c'est intéressant parce que vous arrivez en France, vous êtes implanté pour l'instant uniquement au Danemark et en France, c'est ça ? C'est ça. Mais alors, vous arrivez à un moment où même le régulateur du marché de l'électricité dit, bon, jusque-là, l'ouverture de la concurrence a quand même pas amené grand-chose en termes de services, de prix ou de quoi que ce soit aux consommateurs. C'est souvent des offres qui sont pas très lisibles. Bon, ok, c'est là, mais franchement, ça a pas révolutionné le marché comme on pouvait s'y attendre. Et vous arrivez avec une offre qui est très différente. Je vous laisse la décrire. Merci, ouais. Je pense que pour essayer de le résumer, on se targue d'être le premier néo-fournisseur d'électricité. Et néo-fournisseur, c'est un peu l'analogie aux néobanques, comme vous les connaissez, Lydia et les autres, qui sont apparus il y a bientôt une dizaine d'années et qui ont vraiment révolutionné le secteur financier auprès des particuliers. Et c'est ce qu'on entend faire. Et c'est pour ça que je nous mets dans la catégorie néo-fournisseur et pas alternatif, puisque on est vraiment fondé sur la tech. Donc voilà, on est très, très tech. On fait tout le développement en interne. Barry, c'est un peu le néo-fournisseur, le fournisseur des geeks. On a une offre donc qui est basée sur une appli qui est disponible dans les deux stores. Et l'application permet de vraiment de monitorer, de suivre sa consommation, de payer au fil de l'eau. Elle permet aussi de comprendre ce qu'il y a dans le réseau, c'est-à-dire quelle est la couleur de l'électricité maintenant dans les prochaines 36 heures, et encore bien d'autres features. Donc on a vraiment une approche très data avec une appli où on peut tout faire. Et on construit des briques technologiques pour s'insérer dans l'écosystème avec un focus particulier sur le véhicule électrique, puisqu'on a principalement le business d'affaires, enfin le modèle d'affaires qui nous différencie, c'est la tarification dynamique. Ce qui est frappant, parce que on va se dire les choses. Moi, j'ai découvert ça il y a maintenant 2 mois, et il se trouve que en plus venir chez vous est finalement extrêmement simple parce qu'on télécharge l'appli, on va voir son boîtier Linky, on copie 3 chiffres et puis ça marche. Enfin, ça marche au bout de 48 heures. Mais l'attrait, enfin pour moi, c'est quand même d'abord justement d'avoir cet accès au tarif réel heure par heure de l'électricité, c'est-à-dire au tarif de gros auquel ont accès tous les opérateurs. Mais d'ordinaire, votre opérateur, il vous vend le kilowattheure à la rigueur à un prix différent la journée et la nuit, mais vous, ça varie heure par heure. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce que du coup, l'application, moi, m'avertit du jour pour le lendemain en disant, et c'est d'ailleurs assez surprenant parce qu'on s'attendrait à ce que, ce qu'on vous dise, vous savez, entre 1h et 5h du matin, l'électricité sera moins chère. Oui, mais non, il y a des fois, c'est le dimanche et c'est entre 9h et 13h que l'électricité, vous coûte un prix négatif, parfois. Alors évidemment, il faut rajouter les taxes qui, elles, sont immuables. Mais on apprend plein de choses. Et alors justement, pour les gens qui sont gros consommateurs d'électricité ou qui consomment plus du fait de la recharge de leur voiture électrique, tout à coup savoir l'heure, le moment de la journée où on peut recharger le moins cher, là, ça donne une vraie différence sur la facture finale quand même. Exactement, oui. Et j'ai encore en tête un tweet d'un de nos membres
qui tweetait en disant merci Barry, j'ai 31 kilowatts à je sais plus 1,9 €, donc on était à 6 centimes d'euros le kilowatt, et là c'est moins de la moitié des heures creuses d'EDF. Donc évidemment c'est pas tout le temps le cas, mais encore une fois ça montre qu'on peut naviguer justement avec la voiture qui est ce poste de consommation principal, presque je dirais la moitié de la consommation du foyer quand on s'équipe, et que c'est le véhicule principal et qui est le plus flexible qu'on peut déplacer. C'est pas comme le fourneau qui doit tourner quand les enfants ont faim et qu'on veut faire un poulet, mais la voiture électrique, elle se déplace facilement. Ouais, absolument. Alors, c'est intéressant parce que vous avez à côté de ça une offre plus traditionnelle, j'ai envie de dire. Votre modèle économique, en gros, c'est de dire on fait de l'argent sur votre abonnement et pas sur votre consommation. Mais vous avez aussi une offre traditionnelle en disant voilà, vous prenez cette offre-là, là vous allez payer le prix du kilowattheure à un prix fixe au travers de la journée et des semaines. Et on vous promet en gros que ça vous fera moins 13% par rapport à votre facture habituelle. Ça, c'est pour les moins geeks. On va dire que c'est vraiment pour le plus grand public. On a des ambitions assez élevées à court terme de la part aussi de nos propriétaires, hein, et qui donc en voyant que le marché français quand même découvre cette offre et nous traite, on parle de nous comme un ovni, même dans le secteur de l'électricité, je peux vous le dire. Et donc on a réalisé que c'est le dilemme de l'innovateur, c'est qu'on est tellement nouveau que les gens ne savent même pas prendre une décision, et que du coup on a un peu essayé de lancer cette offre classique comme si vous voulez le modèle plug-in avant de passer à l'électrique pur, si vous voulez, qui est l'offre préalable. Mais voilà, c'est l'analogie entre les deux offres. Donc oui, elle permet de s'acclimater, de comprendre certains mécanismes et de découvrir que le courant aussi n'a pas la même teneur en renouvelable ou en CO2 toutes les heures. Et après, quand vous êtes prêt, quand vous avez le bon profil, notamment une voiture électrique ou une maison avec de la domotique, ou en tout cas une maison bien isolée, vous pouvez passer à la traction dynamique. C'est fort de ce constat de nouveauté qui a presque fait peur à trop de gens, et donc voilà, c'est la porte d'entrée, c'est le stepping stone. C'est comme les néobanques qui donnent quand même des chéquiers. Exactement. Alors il y a une chose, et je voulais venir à ça parce que c'est une vraie différence et un véritable intérêt, c'est que ces données qu'on voit dans l'application, c'est-à-dire le tarif de l'électricité heure par heure, elles sont aussi accessibles de l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez une API, c'est-à-dire une interface de programmation qui permet à d'autres applis, d'autres services d'aller, d'aller taper dans vos données et de les utiliser au mieux. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui va permettre de réguler sa consommation, vous me voyez venir. Exactement, tout à fait. Ouais. Et donc c'est clairement aussi un des gros différenciateurs chez nous, c'est qu'on offre justement un accès à cette API à tous nos membres, donc tous nos clients. Ce qui est complètement unique, je dirais, en France, d'ailleurs, comme au Danemark. Donc, pour les plus geeks, ils savent jouer avec, ils savent construire, ils savent coder leur script, et on les a vus dès qu'on a mis ça en ligne. Il y a des gens qui ont commencé à programmer des scripts pour contrôler, piloter leur wallbox ou leur Cumulus, et pour faire des économies, donc en le faisant tourner aux heures les moins chères. Et l'idée, c'est que voilà, pour simplifier quand même pour la démarche pour un public un peu plus large, en tout cas d'early adopteurs qui regardent ce que font les innovateurs, on est en train de construire des intégrations via des partenaires à qui on donne accès à notre API. Et parmi ceux-là, parce que c'est évidemment un exemple emblématique, par exemple, un jour prochain, ma Tesla pourra savoir elle-même quel est le prix du kilowattheure quand elle est à la maison, parce qu'en plus elle sait où elle est, donc c'est pratique, et elle pourra déclencher elle-même la recharge aux heures les plus avantageuses. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est petit teasing sur la première intégration officielle qui va être ajoutée dans l'application. Donc ça va être dans la section donc module de l'appli où on va découvrir des services tiers, et le premier service tiers phare qu'on va introduire fin juin, début juillet, ça sera Tesla. Donc via une authentification avec son véhicule, on va pouvoir piloter, mettre en des règles en décidant combien de pourcentage de batterie il me faut pour le lendemain à telle heure, et automatiquement on va arriver à faire la chasse aux heures les moins chères pour vous. Ouais, clairement quand on sortira du domaine de la nouveauté, parce que là c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Enfin, c'est-à-dire que d'un coup la voiture qui décide du moment où elle se recharge, c'est merveilleux. Quand ça deviendra quelque chose de normal, parce que je pense que vous avez quand même vertu aussi, au moins l'ambition d'aller signer le même type de partenariat avec d'autres constructeurs. D'ailleurs, c'est vraiment des partenariats, vous signez un contrat, un accord, un truc, ou c'est juste vous leur dites, regardez, c'est ouvert, branchez-vous dessus, pour nous, ça voilà.
Tesla est un peu un cas particulier. J'ai pas tous les tenants aboutissants du deal, mais en tout cas, c'est pas hacké en tout cas, mais c'est un peu du reverse engineer de leur API qui est disponible et beaucoup d'entreprises font cela. Donc, et dans la roadmap qu'on a, donc il y a Tesla et il y a après une série de wallbox, de marques de wallbox, avec qui on est en discussion. D'abord sur la zone nordique et après on est en train d'ajouter des acteurs de l'Europe continentale avec qui on pourra faire le même genre d'intégration pour simplifier la vie des propriétaires de véhicules électriques. Ouais. Parce que c'est une vraie question. En plus, vous payez votre électricité moins cher que chez nous, si mes souvenirs sont bons. En zone, le Danemark, si avant taxe, on a un courant les moins chers, mais on a des taxes très très élevées. C'est comme un peu avec les voitures, c'est qu'on paye 180% de taxes sur les voitures. Heureusement pas sur les voitures électriques. Ça, ils ont décidé qu'il fallait quand même faire avancer la révolution verte. Et ça explique d'ailleurs le succès incroyable de l'électrique, tant au Danemark qu'en Norvège et ailleurs. Enfin, c'est-à-dire que c'est là où ça a explosé le plus vite en Europe. Exactement, ouais. Et c'est vraiment surtout la Norvège qui est à la pointe, qui a vraiment mis l'accent dessus il y a 3-4 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est 60% des nouveaux véhicules vendus sont électriques. La Tesla Model 3 est une voiture de presque de vraiment la classe moyenne norvégienne. Et c'est ces modèles. Et c'est vrai que du coup, on est très inspiré. Et c'est la force de Barry aussi d'avoir ce bureau principal, je dirais, en zone nordique, parce que c'est un peu un laboratoire dans ce domaine des énergies renouvelables et de la mobilité électrique, avec des acteurs qui sont beaucoup plus innovants que ce qu'on voit en France. Donc nous, notre avantage, c'est qu'on vient avec notre innovation locale et en France, on a vraiment une longueur d'avance sur ce qui se fait. Bah écoutez, c'est passionnant, on va suivre ça avec... moi j'ai envie de voir apparaître justement la liaison entre ma prise électrique et ma voiture, et surtout finalement faire en sorte que ce soit la voiture qui décide de ça, comme d'ailleurs elle décide de tout le reste, des trajets et du reste, parce que moi j'ai pas envie d'être le geek qui dit bon alors il faut que je programme ma recharge pour 3h30. Non, ça il faut que ce soit la voiture qui s'en occupe, on est bien d'accord. Exactement, et donc on est prêt on va tester ça bien sûr comme d'habitude, donc avec un programme bêta. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, qui ont une Tesla, il suffit de nous rejoindre donc chez Barry, comme vous l'écriviez en téléchargeant l'appli, devenir client. Encore une fois, si vous n'êtes pas content après quelques semaines, vous nous quittez en un clic, il n'y a aucune condition de résiliation. Vous rejoignez-nous et on a ce groupe fermé sur Slack qui s'appelle le Lab, où on va aller proposer aux gens qui ont une Tesla de tester l'application en bêta avant tout le monde, donc avis aux amateurs. C'est le moment ou jamais pour moi de mettre mon code de parrainage dans les notes de cette émission. Merci infiniment Christophe Lefilibert, c'était passionnant. On suivra ça évidemment de très près, pas seulement pour Tesla, mais aussi pour les autres constructeurs et le reste. À bientôt. Merci, à bientôt. Alors il est charmant, hein, Christophe Lefilibert, ouais. C'était passionnant. Alors je précise évidemment, si vous voulez y aller, vous allez sur barry.energy. ENERGY, là encore. Et je plaisantais pas du tout, hein. Évidemment, maintenant que je suis client, j'ai un code de parrainage, au moins je peux vous offrir 25 € d'électricité gratuite. C'est pas tous les jours, quand même. Hashtag Cédric841, je vous mettrai ça aussi dans les notes de l'émission. Et si vous avez le moindre souci pour arriver à mettre ça en place, et puis à joindre Barry pour rentrer dans ce programme de bêta-test, c'est incroyable. C'est-à-dire que normalement, c'est vrai que pour moi, les opérateurs d'électricité, tu vois, c'est une espèce de géant monolithe. Et là, tout à coup, on te dit, non, mais regarde, viens taper dans nos données. Non, mais on a un programme de bêta et on en papote sur Slack toute la journée. Pourquoi pas sur Discord aussi, tu vois. Et non, c'est étonnant, et je pense qu'on est en train de mettre le doigt sur un truc important pour la suite. Je voyais un possesseur de voiture, je sais pas de quelle marque, qui expliquait que lui, justement, il essayait, alors lui, il a trouvé des wallbox qui sont compatibles avec ce genre de choses et qu'il a pu programmer, et il expliquait que, du coup, il paye son kilowattheure, toute taxe, en gros, son kilowattheure de recharge pour sa voiture à 9 centimes. En moyenne sur un mois ou 2 mois. Ouais. Ce qui est pas mal quand le vrai prix est plus près de 15 ou 16. Donc, ouais. Puis au-delà même de la voiture électrique, parce que le but du jeu, j'imagine, c'est... t'achètes une box qui va alimenter... Peut-être que je dis un truc, mais t'achètes une box qui va recevoir l'électricité quand elle est pas chère, et puis t'alimentes ta maison. Comme tu veux, quoi, non? Oui, mais c'est pas ça, dans l'idée, l'électricité, elle arrive par ton compteur Linky normal. On t'installe rien pour que ça fonctionne. Mais par contre, de fait, on t'affiche dans l'appli les tarifs hors par heure de l'électricité pour le lendemain, ce qui te permet de prévoir des trucs en disant, tiens, non, c'est pas le moment de lancer, fond la vaisselle à 14h. Ou au contraire, c'est intéressant parce que tu peux regarder les prix toutes taxes ou alors les prix hors taxes. Et donc, tu tombes sur des moments où les prix sont négatifs.
où en gros vraiment on t'encourage à consommer parce qu'il y a une surproduction le plus souvent de solaire ou d'éolien par exemple. Et tu sais justement comment ils savent quel est le niveau de verre de l'énergie, parce que tout à l'heure ils disaient oui, il y a des... Ils en connaissent la source, c'est-à-dire que heure par heure ils sont capables évidemment. Et oui, parce qu'ils connaissent, en gros maintenant il y a déjà eu des expérimentations là-dessus, d'arriver en gros à tamponner si tu veux chaque kilowattheure d'énergie comme si c'était un paquet de données sur internet. Et alors il y a des gens qui veulent faire ça avec la blockchain, enfin il y a plein de manières de le faire, mais en gros le tamponner avec sa composition, genre ce kilowattheure sort je sais pas quoi d'une éolienne dans la Somme, etc. Et du coup mais c'est vrai que la finesse avec laquelle tout à coup tu peux maîtriser, alors maîtriser est un bien grand mot parce que il le dit bien, tu vois ce que je veux dire, tu vas pas dire ah non les enfants, je suis désolé, ce soir ça devait être poulet rôti, bah non ça va être salade verte, parce que vous voyez là le kilowattheure il est quand même à 14 centimes, papa peut pas se permettre. Non, ça marche pas comme ça, mais c'est vrai que oui, moi il m'est arrivé, tu vois, de programmer très simplement, de dire au lave-vaisselle non tu démarreras plutôt dans 4 heures parce que ce sera un peu moins cher, idem pour le sèche-linge, etc. Et de fait, pour les gens qui vont regarder... Ah oui, avec la domotique, tu peux faire des trucs magnifiques parce que là encore, justement, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire des interfaces qui vont contrôler ces trucs à ta place parce que, de fait, le côté manuel, alors au début, c'est un côté maniaque, tu vas en disant, attends, demain, regarde, attends, dimanche de 8h à 10h, c'est open bar, vas-y, éclate-toi. Mais c'est bien que tout ça puisse se gérer de soi-même. Non, belle initiative. Alors, j'ai appris, en fait, depuis que ces contrats d'énergie, avec une granularité dans les données et pas juste un tarif jour et un tarif nuit. Finalement, c'est une demande, paraît-il, de la Commission européenne pour rendre des moyens aux consommateurs. Avec évidemment un caveat, comme on dit, c'est que si tu payes l'énergie à son vrai prix, c'est-à-dire au tarif de gros entre les opérateurs, ça peut monter très vite. Imagine qu'il y ait tout à coup un vrai problème d'approvisionnement électrique, imagine qu'il y ait une surconsommation, et là ça pourrait partir dans les tours et tu ne serais plus protégé par le tarif, c'est pas négocié, on dit par le tarif réglementé. Et d'où leur offre aussi qui est intéressante d'avoir un tarif négocié au départ aussi, où tu sais que tu vas faire quelques économies. Voilà. Mais tu n'auras pas tu n'auras pas le frisson du kilowatt à 6 centimes. Ça reste une possibilité assez lointaine par rapport à ce qu'on a vu par exemple aux États-Unis, ou quand il y a eu des incendies en Californie ou au Texas, là les tarifs partaient dans les tours et les gens se retrouvaient avec des notes à plusieurs milliers d'euros. La différence aussi, c'est que là, Christophe Le Philibert le disait bien, il disait en gros, vous venez chez nous en 2 clics, vous nous quittez en 2 clics, hein, c'est pas personne ne vous empêche et il n'y a pas de conditions. Voilà, ça c'était le petit scoop de la semaine, ça fait quand même vachement plaisir. L'autre bonne nouvelle, et décidément cet épisode est celui des bonnes nouvelles, c'est que rouler à l'électrique sera moins cher que de rouler à l'essence ou au diesel dès 2025, et ceci dans toutes les catégories de véhicules. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude publiée par Testachat et le Bureau européen des associations de consommateurs. Alors on le sait, hein, ils le disent bien, l'écart de prix entre voitures thermiques et voitures électriques a tendance à se réduire de manière constante, mais eux ce qu'ils ont voulu chiffrer, c'est le coût total, le TCO, on dit en informatique, le total cost of ownership, le coût total de propriété du véhicule sur la longueur, c'est-à-dire non seulement son achat, mais aussi évidemment le coût du carburant, son entretien et le reste. Et elle en conclut que d'abord les consommateurs pourront acheter une voiture électrique moins chère que leur équivalent thermique d'ici à 2025, mais surtout que du fait du coût moins cher de la recharge chez soi, il va être très vite, beaucoup plus vite que ça, dès 2022 par exemple, plus avantageux dans certains segments d'avoir une électrique qu'une voiture thermique. Bon, c'est bien de le répéter, mais finalement, toi et moi, ça nous surprend pas beaucoup. Non, c'est un peu ce qu'on dit partout. Hein, ce qu'on répète, ce qu'on s'évertue à vous dire. Personne ne nous écoute. Puis les gens qui nous suivent le savent aussi, d'ailleurs, à mon avis, quand même. Mais bon, ça fait du bien quand même de savoir que voilà, tout ce qu'on dit, tout ce que vous dites, vous aussi de votre côté, à votre entourage, voilà, c'est vrai. Et c'est prouvé. Et je dis pas ça parce que les chiffres sont belges, hein, mais ils trouvent qu'ils le sont, mais peu importe. Ce qui soulève aussi, c'est que les voitures électriques d'occasion vont être aussi
une vraie bonne affaire. C'est valable pour les petites citadines, et c'est vrai que moi je regarde sur les sites d'occasion. Aujourd'hui, tu rachètes une Zoé, mais pour 3 francs 6 sous. J'ai pas tiré au clair le fait de savoir si il faut toujours payer la location de la batterie, ce qui est un truc qui a plus beaucoup de sens aujourd'hui vu la longévité des batteries. Mais pour quelques milliers d'euros. Ça dépend des modèles, non? Je crois que ça dépend des modèles et des moments où ils ont été achetés. Ouais. Enfin, je sais pas. Mais ce qui est impressionnant, c'est que du coup, tu peux acheter une vraie voiture électrique, mais et puis c'est chouette une Zoé pour quelques milliers d'euros. C'est plus du tout des véhicules de luxe. Moi, j'en vois plein autour de chez moi. C'est souvent la deuxième voiture. C'est souvent la voiture du quotidien pour aller faire les courses. Tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce qu'évidemment, ça n'a pas 400 km d'autonomie. Quoique, moi, j'ai un ami et ex-confrère qui, lui, part en vacances en Bretagne avec sa Zoé, et il adore ça. Parfois, il explique quand même que ça fait un peu de temps, ça fait un peu longtemps passé au chargeur, mais c'est puissant, quoi, qui lui plaît, quoi. Peut-être que est-ce que la station va être ouverte, ou pas, voilà, tu vois, est-ce que combien de temps je vais rester sur le bas côté. C'est vrai que tu te dis, je pars à Vannes et tout à coup c'est l'aventure. C'est pas tous les jours que tu peux te dire un truc pareil. C'est ça, en allant à Vannes. Non, tout ça n'est pas très charitable. Mais clairement, moi je me demande honnêtement ce qui va se passer quand on pourra dire de manière définitive que t'as acheté une thermique, wow, dis donc t'as les moyens toi, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aime bien le bruit du moteur. Ah ouais, moi j'aime bien les vibrations sous mes fesses quand je démarre mon turbo diesel le matin. Et évidemment l'odeur est incomparable. Ça on la retrouve pas sur vos bagnoles électriques. Ouvre la fenêtre, tu vas voir tout de suite. Voilà. Là on y est quoi, on est sur la route 66 là. C'est ça. Et j'étais mort de rire. J'ai vu une photo, je crois que c'est sur Instagram, je sais pas si c'était du second degré. J'espère. Je ne peux imaginer que ce soit autre chose que du second degré. Le possesseur d'une Tesla, une modèle S, donc une grosse berline, qui a mis un petit sticker, enfin un petit truc autocollant, mais en métal à l'arrière TDI. Oui, c'est même du 3e degré. Là. Lui, je pense que lui, il doit être éditorialiste au Gorafi, quoi. C'est pas. Je ne vois pas d'autres possibilités. L'une des pistes qui permettrait de rendre nos voitures moins chères, ce serait d'utiliser tout à coup les nouveaux grands écrans qui se trouvent à l'avant, parce qu'évidemment, au fur et à mesure où la planche de bord évolue, les écrans sont de plus en plus gros. Et alors, dès que tu mets un écran quelque part, moi qui sors d'entreprise de médias, je peux te le dire, la grosse tentation, c'est de mettre de la pub dessus. Et c'est pas qu'une tentation, parce que je crois que c'est Ford qui a breveté quelque chose à ce sujet. C'est Ford, en effet. C'est Ford qui s'amuse à ça en ce moment et qui, en fait, développe quelque chose qui se base évidemment sur les caméras qui maintenant, et de plus en plus, vont équiper les voitures électriques. Et les voitures d'une façon générale, même encore. Et en fait, ces caméras-là vont observer du coup évidemment l'environnement dans lequel se déplace la voiture et elles vont voir les feux rouges évidemment, mais elles vont aussi voir les panneaux publicitaires. Et grâce à un peu de programmation, ils vont pouvoir identifier le panneau publicitaire. Et donc, du coup, comme on sait que quand on passe, si tu veux, en voiture devant un panneau publicitaire, on n'a pas le temps de capter toutes les informations. Tu peux pas vraiment passer ton message en tant qu'annonceur de façon super, super précise. Du coup, Ford veut remédier à ça en te répercutant le panneau publicitaire ou l'adresse ou le lien à cliquer directement sur l'écran de ta voiture, de sorte que tu puisses ensuite aller te rendre, acheter tel ou tel objet, ou en tout cas interagir en tout cas avec l'annonceur et garder cet écran qui t'affiche pendant le temps finalement qui sera suffisant pour que tu aies une bonne lecture et que tu reçoives bien la publicité. Alors ça peut faire flipper, on peut trouver ça intéressant peut-être en termes de tarification, parce que du coup, alors ils annoncent que du coup, il pourrait faire un effort aussi sur le prix à l'achat de la voiture. Alors là, tu as j'y croirais le jour où ils t'afficheront les deux prix. Où ils diront, alors voilà, cette voiture-là, vous la voulez sans publicité, c'est tant. Vous acceptez la publicité, vous avez une réduction de X. Et alors, combien est X ? Parce que ça va pas être énorme, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que c'est quelques centaines de... Mais... Alors, moi, j'ai plusieurs problèmes avec ça, en fait. Le premier problème, c'est que tout à coup, tu as l'impression... C'est un truc qui existe sur les téléviseurs.
aujourd'hui, où tu vois il y a des smart TV qui t'affichent des pubs. Alors parfois des pubs. Ouais, alors t'as raison, c'est un bon exemple le Kindle, on va y revenir. Mais t'as des smart TV qui t'affichent des pubs. Alors souvent des pubs pour des services de streaming, ce genre de choses. Donc tu restes un peu dans le même univers, mais parfois des pubs tout court et qui t'explique bah oui, ça nous permet de financer des services, etc. Mais enfin, quand t'avais acheté la télé, tu t'avais pas, bon, tu savais que tu verrais quelques pubs dessus, mais pas comme ça. Et tout à coup, je pense que ça te force à poser une question bête, c'est de dire mais est-ce que cet objet m'appartient réellement? C'est-à-dire est-ce que j'en suis maître? Et c'est de moins en moins vrai. Ouais, c'est complètement ça. Ça peut faire un peu flipper. Après, on peut même imaginer que dans un futur, parce que peut-être qu'ils vont y aller progressivement, et peut-être que la petite caméra à l'intérieur de ta voiture qui est censée vérifier que tu t'endors pas au volant, etc., qui est plutôt un truc de sécurité, va peut-être pouvoir aussi, peut-être qu'ils en mettront une sur l'écran, un peu comme les webcams, et sur ton ordinateur, ou qu'ils vont trouver un moyen d'une façon générale de pouvoir te dire, bah, regarde cette pub, peut-être même carrément vérifier que tu regardes vraiment la pub, tu vois. Enfin, moi, j'arrive à, du coup, quand je vois les trucs comme ça, après, mon esprit gamberge, et je me dis, bon, jusqu'où s'arrêteront-ils, comme disait. Jusqu'où s'arrêteront-ils? Alors que, oui, d'ordinaire, c'est plutôt des choses qui disent merci de vous concentrer votre regard sur la route. Là, t'imagines le truc qui dit vous n'avez pas bien regardé l'écran. Merci de bien regarder l'écran. Arrêtez-vous sur le bas-côté, évidemment. Non, je vais vous arrêter sur le bas-côté. Bien évidemment. Mais c'était un bon exemple, le Kindle. Le Kindle, c'est la liseuse de livres électroniques d'Amazon. Et eux ont fait ça, mais ils l'ont fait, je trouve, dans des conditions assez clean. C'est-à-dire qu'il y a une version de la liseuse que tu pouvais acheter avec ou sans pub. Alors les pubs, le plus souvent, c'est pour des bouquins. Mais peu importe. Et tu pouvais faire le choix de dire non, moi je suis prêt à payer, je sais plus combien, 30 euros de plus, ou 20, ou je sais plus. Mais non, moi je le veux sans pub. Et là, je trouve ça au moins transparent, parce que le côté de dire on va te le faire moins cher en échange de, oui, s'il y a un seul prix, tu sauras jamais si c'est vraiment moins cher. Enfin, c'est ça. Et puis ça va aussi ce que tu disais sur le prix d'une voiture. Comment tu fais ta segmentation, tu vois, en termes de prix. Ça va être quoi l'économie? Comment ils peuvent savoir même combien de temps tu vas garder ton véhicule? Comment ils peuvent savoir dans quel coin tu vas te balader? Bon, après ça, ils pourront mettre des pubs génériques à la limite. Mais... Oui, on comprend que les constructeurs soient à la recherche de nouveaux modèles économiques qui vont leur permettre d'avoir des revenus récurrents sur toute la vie du véhicule. Ce qui est assez logique, parce qu'en plus sur l'électrique par exemple, il va falloir faire une croix pour l'essentiel sur les revenus récurrents de la maintenance de ces véhicules. Moi j'étais assez frappé, j'ai cherché évidemment en achetant ma petite Tesla, en disant mais il y a un contrat d'entretien, il y a un truc, et tu vas dans l'appli et le truc te dit non. En clair, il le faisait à un moment, sur les modèles précédents, modèle S, modèle X, tu pouvais, alors pour quelques centaines d'euros par an, etc., on disait non, mais on s'occupera de vos plaquettes et tout ça, et là dans l'appli, il t'explique, voilà tous les trucs sur lesquels vous pouvez intervenir vous-même. En gros, vous pouvez changer les pneus quand il y en a besoin, encore, attention, accroche-toi, parce que pour changer les pneus, déjà, c'est pas avec un cric. Faut que tu... Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est quelque chose que tu peux faire sans retourner chez Tesla. Oui. Voilà. Vous pouvez changer les balais d'essuie-glace. Vous pouvez recharger le liquide lave-glace. Vous pouvez contrôler, peut-être au bout, je sais plus, je crois que c'est 2 ans, 4 ans, etc., la pression le liquide de frein. Il mentionne les plaquettes de frein, mais pour te dire, c'est pas avec ce que vous allez les user que vous en changerez bien souvent. Bref, en gros, il n'y a plus de maintenance. Évidemment, il n'y a pas de vidange, il y a beaucoup moins de pièces mécaniques. Enfin bon, donc il y a plus de contrat de maintenance et ça fait partie des problèmes pour l'essentiel des constructeurs qui eux ont une économie qui est aussi fondée sur des réseaux de concessions, c'est-à-dire de partenaires commerciaux, c'est-à-dire des concessions dont les constructeurs sont pas propriétaires et eux ils comptent évidemment beaucoup sur la révision pour gagner leur vie. Il y en a qui vendent les voitures à prix quasi coûtant en comptant sur des revenus récurrents parce que un propriétaire heureux est un propriétaire qui revient pour ses réparations mais aussi pour ses vidanges. Maintenant, il y a tous ces constructeurs-là qui, en effet, cherchent, comme tu disais, des revenus un peu complémentaires sur le côté. Et on arrive à ça. D'ailleurs, petite parenthèse, Tesla, du coup, sur l'année 2020, est le 3e constructeur automobile le plus rentable, quand même. Avec pas loin alors que l'année d'avant, ils perdaient de l'argent. Et là, ils sont 3e sur le podium des constructeurs les plus rentables derrière Ferrari qui est en première place. Et puis, je ne sais plus qui est le 2e, mais bon. Mais rentable au global ou rentable? Rentabilité, ils sont à 7% de rentabilité.
Faudrait que je regarde un peu plus en détail. Par véhicule vendu ou au global? Ouais, ça doit être. Oui, ça doit être un truc comme ça. Non, peut-être pas par. Attends. Parce qu'en fait, ça arrive à un moment où ils investissent. J'ai envie de dire, c'est pas à fond perdu, mais ils investissent comme des furieux sur les nouvelles usines, enfin, etc. Ils sont en phase de développement, ce que n'est pas Ferrari. Justement, alors, il faudrait que j'arrive à retrouver l'article, mais du coup, bon, forcément, il est noyé. J'ai 25 onglets ouverts. Normal. Mais du coup, l'article disait, c'était un truc sérieux. En tout cas, une maison sérieuse de presse qui disait que, avec leurs 500 000 modèles vendus, alors évidemment, c'est rien comparé à d'autres constructeurs qui en font 7 millions, évidemment, mais que, en tout cas, tous les investissements qu'ils faisaient étaient en... Je pense que c'est évidemment une rentabilité, peut-être sans compter certains investissements. C'est obligatoire, vu tout ce qu'ils investissent. Mais en tout cas, ils sont en très bonne position, du coup, pour devenir de plus en plus rentable en tout cas et asseoir vraiment leur position dominante sur le marché, même si on verra tout à l'heure que la concurrence revient assez fort, et je ferme la parenthèse. Alors justement, c'est ça, parmi les constructeurs qui ont mis du temps à sortir des vrais modèles 100% électriques, ce qui s'explique aussi par justement cette nouvelle économie de l'automobile, il y a les Allemands, il y a BMW. Alors il y a beaucoup de choses qui sont sorties de chez Mercedes. On parle pas évidemment de Volkswagen, qui nous régale quasiment d'un nouveau modèle électrique tous les 3 à 6 mois. Mais là, cette semaine, BMW nous a sorti quand même 3 grosses nouveautés électriques. Ouais, donc ils ont fait un gros unveil à distance évidemment, un truc un peu à la Apple, qui était assez réussi d'ailleurs, hein. On s'attendait pas à moins de la part de BMW, qui voulait que cette sortie vraiment de ces 3 nouveaux véhicules 100% électriques soit la milestone, la pierre. Comment tu dis milestone en anglais d'ailleurs? C'est une bande kilométrique, milestone. Hein. Ouais, voilà. C'est une étape. Voilà, c'est une étape super importante pour eux parce qu'ils opèrent leur phase 2 dans la transformation électrique. Et donc, c'est un sans faute. C'était vraiment super, super sympa à regarder. Un petit événement d'une trentaine de minutes à peu près. Et au cours duquel, du coup, ils ont présenté 3 modèles. C'est la i4, la iX et la BMW, donc i4, mais version M50. Motorsport. Voilà, exactement. Et là, ils sortent vraiment ce petit modèle qui a pour but justement d'allier l'électrique avec la performance qu'on connaît chez les modèles M de BM. Alors c'était assez surprenant et assez prometteur. Donc la M4, c'est une grosse berline, enfin c'est une belle berline. Ouais, la i4, c'est une grosse berline. La i4, pardon, voilà, pas la M4. Ouais. La X, c'est un SUV. C'est un SUV familial, un gros SUV qui est censé concurrencer sûrement la Tesla Model X, évidemment. Je sais pas, mais surtout à mon avis, tout ce qui sort aussi côté Volkswagen et Mercedes, parce que je pense que là tu vois, les Tesla Model X, c'est quand même des petits chiffres par rapport à ce que fait un BMW. Quoique, c'est comparable peut-être. Bon, enfin bon. Mais je pense qu'ils ont plutôt l'œil sur leurs concurrents les plus proches. Oui. Dans le trio allemand, Volkswagen, Mercedes et BM, ouais. Alors, la vidéo est chouette parce que c'est une consoeur anglaise qui teste les voitures. Bon, évidemment, elle est d'un enthousiasme sans phare. Oh là là, elle est très très contente. Mais c'est normal. Comment serait-il autrement? Elle va pas dire finalement la sellerie est pas terrible. Non, ça marche pas comme ça. Mais du coup, il y a finalement assez peu d'informations. Alors les dossiers de presse, je pense, vont tomber, mais voilà, ils sont pas rentrés dans un grand délire de spécifications, de tout ça. Il y a des choses qui sont disponibles en ligne. Est-ce qu'on a les prix d'ailleurs? Ouais, on a les prix. Donc le i4 qui visuellement est inspiré du concept car qu'ils avaient sorti en 2016 ou 2017, le Vision Next 100, qui était quand même assez futuriste. Alors ils s'en sont inspirés d'ailleurs au niveau de... Ils ont gardé quand même sur la calandre et sur l'arrière tout ce qui les avait inspirés sur ce concept car là. Et elle commence quand même à 59 700 €. Ah oui, c'est donc petit mais costaud, oui.
Voilà, alors moi la presse qui titre que est-ce que la TM3 a trouvé sa concurrente chez BMW avec le i4. Non, pour ça il faudrait qu'il y ait une nouvelle série 3 électrique, enfin où là ce serait plus facile de les mettre face à face. Mais surtout il faudra aller voir si elle a la maladie des voitures allemandes, c'est-à-dire le côté ça c'est le prix mais c'est sans option. Enfin tu vois genre. Alors c'est à partir d'eux, hein, ouais voilà c'est ça, c'est à partir d'eux maintenant. Maintenant, bon. Fenêtre passager manuel, tu vois. Non, alors là, vraiment, par contre, ils ont essayé de miser quand même sur la technologie. Hein. Franchement, c'est quand même assez alléchant. Hein, juste déjà de l'extérieur, elle est quand même très, 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 très jolie. Moi, je suis pas un fan de BM pour être très franc, mais force est de constater quand même que les lignes, le design est super efficace. Mais ça, on le savait déjà puisque leur modèle avait déjà été révélé un peu quand même. Il y a quelques temps de ça. Et bon après voilà, au niveau de l'intérieur, c'est quand même super spacieux, c'est très épuré. Hein, on sent qu'il y a vraiment une influence un peu Tesla, j'ai envie de dire, parce que d'habitude il y a quand même beaucoup de boutons dans ce genre de véhicule. Ouais, ce sont des postes de pilotage. Ah, complètement, voilà, c'est voilà. Chez BM, ultimate driving machine. Voilà, c'est ça. Bon bah là, on y est, mais avec beaucoup moins de boutons. Toujours le joystick un peu, tu sais, rond là, pour aller naviguer dans tes menus. Dans tous les menus, oui. Où honnêtement, moi souvent, je me perds. Hein, Bah moi aussi, mon frère avait ça, il fut un temps, et c'est vrai que c'était un peu la galère quand je prenais son véhicule. Je me disais bon, attends, j'ai pas envie de toucher à ça en fait. Mais là, par contre, ce qu'ils font de mieux quand même, au-delà de, en effet, une sellerie, à ce prix-là évidemment, hein, t'as une super sellerie. Il y a deux petits trucs que j'ai bien aimé quand même, particulièrement, c'est l'écran. Alors là, c'est clair que l'écran, il est massif, un écran tactile massif qui va t'englober en fait toute la cellule conducteur. Je sais pas, il doit faire peut-être 70 cm, légèrement incurvé. Ah oui, d'accord. Qui a l'air assez réactif. Je j'ai pas les chiffres évidemment au niveau réactivité de la responsivité, on va dire, quand tu touches l'écran, mais en tout cas, ça a l'air d'être très, très, très efficace. Et il est personnalisable. Tu as un peu à la Tesla, tu as ton GPS qui t'indique les destinations, dans quelle ville tu peux te rendre, etc. Je n'ai pas vu si ils indiquaient les stations de recharge, mais c'est pas vraiment une problématique en France. Bah, j'ai envie de te dire, oui, les stations de recharge, oui, c'est bien, mais non, j'étais un peu taquin. Allez, c'est pas très charitable en effet. C'est moche. C'est moche ce que tu es en train de faire. J'assume complètement. Mais je pense que oui, ça doit être le cas. Il y a vraiment pas mal d'informations. Cet écran, il est super bien foutu. Évidemment, il y a plein de caméras. On est vraiment sur un modèle quand même qui est assez technologique. Il y a plein de caméras qui voient la route, évidemment, qui te rajoutent, parce que quand tu roules, tu as aussi la vidéo de ta route. Mais voilà, la vraie vidéo de ta route, quand tu es en train de rouler, comme sur une Tesla, par exemple. Il te rajoute, il t'incruste en fait sur la vidéo des éléments qui vont te renseigner sur la trajectoire que prend la route, les indicateurs, en fait. Bon, je trouvais ça... Je pense qu'ils n'ont pas encore atteint un niveau de technologie suffisamment ouf. On va voir. On va attendre les premiers tests indépendants, là, pour le coup, pour comprendre. Ouais, non, je veux dire, le gros sujet, c'est quand même l'amélioration, enfin, en tout cas l'aide à la conduite et les niveaux d'autonomie. Pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose sur leur unveil qui parlait d'autonomie. D'ailleurs, ils ont dit que dans un futur proche, ils allaient encore progresser sur toutes les aides à la conduite pour arriver vraiment à un truc optimal. Ça aurait été dommage qu'ils disent le contraire. Oui. Voilà, mais ça devient vraiment... Enfin, là, tu as vraiment un environnement très, très, très épuré où tu pilotes ton véhicule et puis tu navigues vraiment super facilement dans tout ce qui est paramétrage. Donc, c'est quand même super cool. Donc, à partir de 60 000 euros pour le modèle i4. Ouais. Alors, du coup... le iX, le 4x4, il va coûter combien ? Le iX, il commence à 86. Hein. Ah oui, quand même. Ouais. Ah oui. C'est pour ça que moi je pensais plutôt au TMX, parce que comme le TMX il commence à 100 000, un tout oui, petit mais peu peu moins importe, c'est pas ça leur horizon concurrentiel. Oui. Tu vois, c'est pas. Ils pensent à celui qui se présente sur le pas de la porte de Mercedes et Audi. Et pas, voilà. Mais j'y tiens, merde. Oui, je comprends que tu y tiennes, mais pense que ce sont des Allemands et ils pensent d'abord à leur marché intérieur, même si c'est quand même essentiellement à l'export que se fait leur marché. Mais non, c'est un vrai pas en avant important pour eux. C'est pas rien.
Ils ont expliqué, ils ont d'ailleurs évoqué le fait qu'ils auront d'autres modèles à très haute performance, bien sûr. Et alors, je voulais qu'on finisse là-dessus. Il se trouve qu'à Los Angeles, en ce moment, il y a un musée de l'automobile qui s'appelle le Peterson Museum, où tu peux aller voir des bagnoles incroyables, tu peux aller voir une DeLorean plaquée or, tu peux aller voir, enfin bon, c'est un musée de l'automobile, ça donne envie. Moi, je suis pas un gros bagnolard, mais quand même, ça donne très envie. Et c'est promis, la prochaine fois que j'irai à Los Angeles, j'irai le voir. Et là, ils ont plusieurs nouveautés, dont un des premiers Roadster de Tesla. Pas les premiers, mais un des premiers exemplaires de ceux qui vont sortir bientôt. C'est-à-dire cette espèce de supercar à $250,000 qui ira très 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 vite. Ça, on le savait bien évidemment depuis le début. Elon Musk dit non, vous inquiétez pas, il sera à moins 0 à 100 en moins de 2 secondes. Voilà. Et puis on vous donnera les chiffres plus précis quand on sera plus près de la sortie. Et donc voilà, donc les gens peuvent aller voir le Roadster de très près. C'est chouette, surtout ce qui est chouette, c'est qu'il y a un petit panneau, t'es dans un musée, tu vois, qui t'explique d'où vient ce véhicule et qu'est-ce que c'est et pourquoi. Et là, sur le panneau, il y a une info que personne n'avait jusque-là. C'est que le Roadster sortira dans plusieurs déclinaisons, dont une déclinaison SpaceX, et donc avec des boosters à l'arrière. Ouais. Lui offrant une accélération lui permettant de faire 0 à 100 km/h en 1,1 seconde. Ouais. En gros, c'est l'accélération d'un lance-pierre, tu vois ce que je veux dire. C'est une catapulte. C'est une catapulte. Et alors certains se sont amusés à essayer de reproduire ça en 3D, de faire tu vois des faux drag race entre le Roadster normal, celui qui fait juste 1,9 secondes, et celui qui fera 1,1, bah le 1,1 seconde. Oh, c'est dingue en fait. C'est-à-dire que j'ai même pas envie je suis même pas certain d'avoir envie d'essayer. Tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que ça, en fait, ça a juste l'air désagréable. Alors du coup, évidemment, tout le monde a demandé à Tesla, mais c'est sérieux, vous allez vraiment faire ça? Et Elon Musk a répondu, il a dit oui, absolument, mais ça a l'air dangereux. Non, c'est pas dangereux. Ça vous donnera les mêmes sensations que certaines montagnes russes un peu extrêmes, genre des accélérations de 2,5 G. Et tu te dis, mais pourquoi ils font ça? Bah moi, je vais te dire pourquoi ils font ça. C'est excellent. Parce qu'on en parle. Mais, et puis pour calmer les enfants, c'est parfait. T'as des enfants à l'arrière qui commencent à. Mais comment ça à l'arrière? C'est un Roadster. Je suis même pas certain qu'il y ait 4 places. 4 places. Mais bien sûr que si. Il y a 4 places. C'est vrai, il y a 4 places dans le Roadster. Mais évidemment, c'est un four-seater, le Roadster. C'est ça qui est génial en plus. Attention. Mais donc tu vas dépenser $250,000 pour calmer tes enfants à l'arrière. Il y a d'autres solutions. Voilà. Hein. Après, faut contrôler son véhicule parce qu'à cette vitesse-là, déjà avec la P100D, tu pars un peu en vrille. Mais alors là, ouais. Bon, on sait pas à quel tarif elle sortira chez nous. Et à mon avis, c'est pas pour tout de suite, parce qu'ils ont d'autres choses sur le feu. Ils ont des vraies voitures normales à vendre en grande quantité. Mais évidemment, pour moi, honnêtement, à la question, pourquoi est-ce qu'ils font un truc pareil? Ben, c'est parce que, il y a un effet halo, tu vois, comme on dit en marketing. C'est-à-dire que ton produit le plus haut de gamme a une image positive qui déteint sur les autres. C'est aussi, à mon avis, juste pour tuer le game en disant, alors les vidéos sur YouTube où vous faites des petits drag race, machin, en disant, est-ce que le truc va aller plus vite que l'Audi R8 et machin? Bon, bah là, c'est terminé, en fait. Voilà. On plie le game tout de suite. Voilà, c'est plié. Rentrez chez vous. Non, monsieur, vous pouvez reprendre votre Bugatti Veyron. Ça ne sert à rien. Arrêtez, vous faites du mal, monsieur, c'est fini. Et même si, évidemment, je suis pas sûr qu'ils vont en vendre beaucoup. On sait pas à combien ils vont la vendre. Parce que là encore, je suis même pas allé jusqu'au bout des articles qui expliquent comment ils vont mettre des boosters et tout ça. Enfin bon, tout ça n'est pas sérieux. Enfin, je suis même pas certain que ce sera homologué chez nous. Enfin. Quand les gens imaginent les boosters de fusée, on pense à un truc qui va cracher des flammes ou même une flamme blanche, tu sais, parce que ça fait pas vraiment de flammes trop. Hein, mais ça va fonctionner à quoi? Qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Enfin. Évidemment que j'ai pas l'information, mais en tout cas, ce qui circulait quand c'était... même ta bonbonne d'hydrogène. Non mais attends. Quand ça avait leaké, c'était qu'il y avait une espèce de gaz en fait ou je ne sais pas quoi qui propulsait en fait, mais c'est pas des moteurs de fusée. Enfin, ce serait sûrement développé par SpaceX. Voilà, peut-être. Mais c'est pas non plus un moteur de fusée, je pense. Enfin, faut rester sérieux, tu vois. Tu homologues un truc pareil. Je sais pas. Je ne sais pas. Je suis pas honnêtement pas certain que ça arrive à traverser l'Atlantique. Non, clairement pas. Non, mais c'est promis. J'en prends l'engagement ici. Si elle traverse l'Atlantique, toi et moi, on ira l'essayer. C'est promis.
Et voilà, c'est ainsi que se termine cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Et alors, puisqu'à mon tour, je suis rentré dans la grande confrérie des possesseurs de voitures électriques et Tesla en particulier, je vais aussi à mon tour devenir l'un des casse-pieds qui vous rappelle, vous savez, son code de parrainage à chaque occasion. Si vous vient l'envie d'acheter une Tesla, vous le trouverez dans les notes de l'émission et vous aurez 1500 km de recharge gratuite. C'est pour moi. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour Elon Musk. On y reviendra d'ailleurs parce qu'il trouve que ce marketing amical commence à leur coûter un petit peu cher. Idem pour Barry. Moi, j'attends. Ça y est, je vais m'inscrire à la bêta pour voir si ma voiture peut toute seule comprendre quel est le meilleur moment du jour ou de la nuit pour recharger. Ou alors je vais continuer juste de recharger gratuitement au bureau parce que ça, pour le coup, ça n'a pas d'aléa. Merci Thomas, à la prochaine. Merci et à bientôt. Salut à tous.